Aux États-Unis, 10% des enfants en âge scolaire sont sous Ritaline, alors que seulement 3% d'entre eux souffrent réellement de ce qu'on appelle l'hyperactivité. Alors ce trop-plein d'énergie dont souvent on se plaint quand on est parent, ne serait-ce pas simplement une insatisfaction de notre cerveau primitif, à savoir le cerveau limbique, dû par le fait du manque d'interaction sociale et de jeu. À l'heure actuelle, beaucoup d'écrans, beaucoup de jeux très sophistiqués, mais est-ce suffisant pour le développement des capacités cognitives de l'enfant? Restez avec moi, c'est Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre. Je suis rentrée parce que honnêtement dehors ça caille. Vous avez sans doute entendu dire que le jeu était essentiel pour le développement de votre enfant, mais savez-vous de quel jeu il s'agit? Et savez-vous pourquoi c'est essentiel à son développement? Ici dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer quelles sont les deux composantes essentielles du jeu qui vont être essentielles aussi pour le développement de votre enfant, et je vais aussi vous expliquer pourquoi à l'heure actuelle on a tellement de cas d'hyperactivité qui en fait sont des faux positifs, des faux cas d'hyperactivité. Ce sont simplement des cas d'enfants qui n'ont pas assez de jeu et ne bénéficient pas notamment assez d'interactions sociales. Alors, à l'heure actuelle, quand on parle de jeu, on pense à jouer énormément, de plus en plus sophistiqué, puisque nous sommes dans une société de consommation où finalement nous avons peut-être moins de temps à passer avec nos enfants, mais quelque part nous compensons par notre pouvoir d'achat, et donc le fait d'effectivement essayer de lui fournir le plus possible ce qu'il nous demande, pas ce dont il a besoin, ce qu'il nous demande. Et aussi, nous sommes dans une configuration où les enfants jouent de moins en moins à l'extérieur et de moins en moins entre eux, ce qui est néfaste en fait à leur développement. Contrairement à par exemple nos grands-parents ou même encore nos parents qui avaient l'habitude, eux par contre, d'avoir moins de jouets, d'avoir des choses beaucoup plus simples avec lesquelles jouer et de jouer entre eux, de jouer à l'extérieur. Jouer, c'est avant tout expérimenter, découvrir son environnement, tester ses hypothèses à la réalité et apprendre de ses erreurs. Donc il est essentiel pour un enfant de jouer à l'extérieur, de découvrir en dehors de sa chambre ce qui l'entoure, d'observer les fourmis, de jouer avec un bout de bois, de grimper aux arbres. Donc réellement, être à l'extérieur, expérimenter. Alors j'ai fait une vidéo sur les expériences scientifiques, mais ce n'est pas exactement de ça dont il s'agit. Donc réellement, laisser l'enfant libre d'expérimenter sur ce qu'il voit, de faire preuve d'imagination, d'inventer ses propres jeux, c'est déjà essentiel pour le développement des fonctions cognitives. Donc il y a une partie du cerveau qui est véritablement responsable des apprentissages, qui se développe avec notamment ces jeux d'expérimentation. Donc ça, c'est la première composante du jeu qui est essentielle au développement de l'enfant et notamment au développement de ses capacités d'apprentissage. La deuxième composante du jeu qui est essentielle au bien-être et au développement de l'enfant, c'est l'interaction sociale et l'interaction physique. Donc on s'est rendu compte que des interactions sociales de l'enfant et de ces interactions, de ces jeux plus physiques, naissaient deux émotions qui étaient des émotions en fait primitives. Donc ces émotions, en fait, c'est une activité neuronale qui est localisée dans une partie du cerveau qui est beaucoup plus primitive, hein, qui est une partie limbique, donc vraiment reptilienne, très ancienne. Notamment les deux émotions qui sont ici en fait impliquées dans le jeu, c'est la joie et le rire. Et cette partie du cerveau est elle-même liée à la partie du cerveau qui est responsable plutôt des apprentissages. Et donc on s'est rendu compte que c'était un cercle vertueux, c'est-à-dire les interactions sociales et physiques allaient enclencher chez l'enfant ces deux émotions qui vont l'aider en fait à apprendre, et de la même façon, les interactions sociales et physiques vont aussi augmenter ces émotions. Donc véritablement, c'est un cercle vertueux qui le pousse à jouer de plus en plus, en tout cas de cette façon-là. Alors,
C'est ici que je voudrais parler en fait des substances que parfois on donne à des enfants. Donc cette vidéo, c'est un peu une vidéo coup de gueule, j'ai envie de dire, parce que je suis tombée sur ces statistiques que j'ai trouvées absolument effrayantes. Donc à savoir, comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, que 10% des enfants aux États-Unis notamment, et je pense que les statistiques françaises ne sont pas si différentes que cela, donc 10% des enfants aux États-Unis sont traités à la Ritaline, donc qui est une substance qu'on utilise dans les cas, on va dire, d'hyperactivité prouvée, où vraiment on a un enfant qui est tellement hyperactif qu'il va vraiment avoir du mal du coup à apprendre, ça devient handicapant pour lui. Mais donc chez 10% des enfants en âge scolaire, on donne ces substances, alors que seulement 3% des enfants souffrent réellement de ce qu'on appelle un trouble de l'apprentissage, donc dans ce cas-ci, le trouble de l'hyperactivité. Donc il faut se poser là une question quand même fondamentale. Finalement, quand on voit un enfant qui est un petit peu actif, qui déborde d'énergie, alors ce sont souvent des termes négatifs d'ailleurs qu'on utilise, hein, il déborde d'énergie, comme si c'était quelque chose, que l'énergie c'était quelque chose qu'il fallait voilà, un petit peu confiner, alors confiner c'est peut-être pas un mot super pour le moment, mais confiner dans un bocal, et que surtout si ça déborde un peu trop, il faut tout de suite essayer d'évacuer le trop-plein. Donc quand nos enfants débordent un peu d'énergie, qu'ils manquent d'attention, voilà, qu'on trouve qu'ils ne sont pas assez calmes, eh bien on a tendance à directement trouver ça anormal. Alors que cela ne l'est pas. C'est simplement, souvent, dans la majorité des cas, une réaction de l'organisme, une réaction de ce cerveau limbique qui est complètement insatisfait, simplement parce qu'il n'y a pas assez d'interaction sociale, il n'y a pas assez d'interaction physique et il n'y a pas assez d'expérimentation dans l'environnement. Et donc, c'est très dommage de ne pas comprendre finalement quel est le fonctionnement du cerveau de l'enfant, quels sont ses besoins en termes de développement, et face à cette incompréhension du comportement de notre enfant, de directement aller rechercher du côté de la médication. Alors, évidemment, attention à tous ceux qui vont poster les commentaires en disant, enfin, qui vont s'offusquer en disant mon enfant souffre d'hyperactivité, les Ritalin nous a énormément aidé. Bien sûr, si l'enfant souffre réellement d'un trouble de l'attention lié par exemple à l'hyperactivité, évidemment, ce sera nécessaire. Mais il faut se poser la question, est-ce que réellement c'est un trouble d'hyperactivité? Ce qui, souvent, en fait, n'est pas le cas. Et d'ailleurs, dans le monde médical, maintenant, il y a une alarme rouge qui s'est enclenchée, parce qu'on dit, attention, les praticiens, maintenant, prescrivent ça un peu, voilà, hein, comme des petits bonbons, alors que dans la majorité des cas, ce n'est pas nécessaire. Et ce que je voudrais attirer l'attention dans cette vidéo, ce n'est pas seulement sur le fait qu'il y a une insatisfaction chronique chez nos enfants actuellement, par rapport à ce qu'on leur propose en termes de jeu, mais en plus de ça, il faut savoir que ces substances ont un effet sur le cerveau. Donc il y a un neuroscientifique très connu, dont je vais écharper le nom, qui s'appelle Monsieur Panksepp, je le prononcerai jamais bien, c'est pas grave, qui en fait a fait des découvertes assez incroyables sur les effets de ces substances sur le cerveau, notamment sur les interactions sociales et les émotions. Il faut savoir que, par exemple chez les rats, des rats qu'on a élevés entre guillemets en communauté, dont on a enrichi les cages avec des objets, etc. Donc qui ont l'habitude en fait d'apprendre de leur environnement et d'interagir les uns avec les autres. Il faut savoir que les rats sont des animaux très très sociaux, qui aiment jouer véritablement. Eh bien si on leur donne de la Ritaline, donc à différentes doses, on va voir peu à peu apparaître vraiment une apathie. Donc ces rats deviennent complètement apathiques dans leur cage, ils n'ont plus du tout envie d'interagir avec les autres, ils n'ont plus du tout envie de faire quoi que ce soit, de découvrir leur environnement. Et on voit aussi que plus tard, quand on fait passer à ces rats des tests notamment des tests d'orientation dans un labyrinthe, hein, c'est très classique comme test chez les rats, eh bien ils sont bien moins aptes à voilà, simplement trouver leur chemin par rapport aux rats qui n'ont pas été soumis voilà, à ces substances chimiques. Et on s'est rendu compte véritablement donc, que chez ces rats, on avait annihilé toute envie d'aller vers l'autre,
toute envie de découvrir l'environnement et finalement aussi toute émotion, toute joie. Et souvent, quand on pose la question à des parents qui, voilà, on se sont fait conseiller ou ont demandé, je ne sais pas, à ce que l'enfant soit sous médication, pour son bien, hein, souvent évidemment ça vient vraiment d'un désir d'aider l'enfant, ça je ne dis rien contre ça, mais souvent quand on leur demande de décrire quels ont été les effets de cette médication sur l'enfant, ils ont tendance à dire, mais voilà, mon enfant apprend mieux, c'est plus simple. En même temps, alors quand je dis apprend mieux, il pense que l'enfant apprend mieux. En fait, l'enfant simplement, disons, est plus focalisé sur une tâche peut-être. Mais c'est peut-être aussi juste une impression. Ils disent à côté de ça, par contre, que l'enfant est moins joyeux, qu'il est plus calme, qu'il est plus adulte. Alors est-ce que réellement nous avons envie que nos enfants soient des adultes? Mais non, on a envie à la base qu'ils soient des enfants et il faut réaliser que simplement ils vivent dans un monde qui peut-être en termes de jeu ne leur propose pas ce dont ils ont besoin. Et ça, c'était la question que je voulais soulever dans cette vidéo, qui encore une fois est une vidéo un peu plus épicée, un peu plus coup de gueule. Je sais que certainement j'aurai des commentaires pas très sympas. Encore une fois, je pense qu'il faut toujours distinguer entre un trouble de l'apprentissage et une difficulté d'apprentissage. Un trouble de l'apprentissage, ce n'est pas lié à une déficience intellectuelle, c'est souvent lié à voilà, un fonctionnement neurobiologique qui est différent, voire aussi à ça a des origines génétiques aussi. Souvent, on trouve voilà, des troubles de l'apprentissage qui se répètent dans certaines fratries, par exemple, mais ce sont vraiment des troubles qui persistent sur le long terme et qui doivent être accompagnés et pour lesquels, notamment, on peut penser à une médication. À côté de ça, il y a des défauts d'apprentissage, des difficultés d'apprentissage, qui sont des difficultés passagères, qui sont par exemple un retard d'apprentissage dans tel ou tel domaine par rapport à ce qu'on peut attendre en fonction de l'âge chronologique de l'enfant. Mais souvent, on prend quand même des troubles de l'apprentissage, on prend des difficultés pour étant des troubles. Et notamment, je pense que le cas de l'hyperactivité, c'est vraiment l'exemple type d'un trouble de l'apprentissage pour lequel, en fait, comme on ne comprend pas bien le fonctionnement du cerveau de l'enfant, on pense que dès que l'enfant manque un peu d'attention, en fait, c'est parce qu'il souffre d'hyperactivité, ou dès qu'il est un petit peu voilà, débordant d'énergie, on se dit, oh là là, il bouge dans tous les sens, on se dit, oh là là, mais en fait, non, j'ai un problème. Alors que parfois, simplement, il faut se poser la question, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que vraiment son environnement lui permet finalement d'avoir tout ce dont il a besoin? Voilà, c'était Sarah Carpentier du site Des outils pour apprendre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. Donc évidemment, vous pouvez laisser tous les commentaires que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut en discuter ouvertement. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous pensez que votre enfant souffre d'hyperactivité, donc veillez tout de même à essayer de voir si autour de lui il a tout ce dont il a besoin, s'il n'y a pas des choses de son environnement qu'on pourrait changer pour l'aider, et si vraiment le trouble persiste, alors à ce moment-là, effectivement, il est opportun de consulter. Ciao!